Bonjour à toutes et à tous, et puis merci d'être présent pour ce webinaire consacré à la culture du chanvre en région PACA. Donc ce webinaire, en fait, il fait suite à des essais qui ont été conduits en 2023 par Agribio 04. Donc rapidement sur le contexte des essais, donc c'est des essais qui ont été financés qui ont été cofinancés par ABC Chanvre et la région PACA, notamment via un financement qui vise à promouvoir l'agriculture biologique et notamment une action qui vise en fait à expérimenter des cultures de diversification. Donc ces essais en fait ont été réalisés en partenariat avec Terrinovia, qui est l'Institut des oléoprotagineux et qui travaille aussi sur le chanvre avec notamment Louis-Marie Allard qui est présent avec nous ce soir, et également MPIT qui est un semencier français qui propose des semences de chanvre aux agriculteurs. Notamment Bruno qui nous a accompagnés durant ces essais et aussi sur le choix des variétés. Donc des essais qui ont été conduits à la fois par Marius qui était alternant chez nous en 2023 sur les cultures de diversification et moi-même qui suis conseiller en grande culture biologique pour Agribio 04 et le réseau Bio de PACA. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parle rapidement en fait de la culture du chanvre, de sa zone de production et après de faire un petit focus sur la culture en elle-même. Ensuite, on parlera de l'essai qui a eu lieu en 2023 avec, voilà, je vais vous présenter un peu les objectifs et le dispositif expérimental. On passera ensuite sur les résultats de l'essai avec le climat, les observations et les mesures qui ont été réalisées. Donc ces résultats, ça va nous permettre aussi d'amender en fait des références technico-économiques qui vont accompagner aussi les agriculteurs sur choisir est-ce que c'est une culture rentable ou pas pour la ferme. Et bien que le champ en fait ait un itinéraire technique relativement simple, on va quand même faire un focus en fait sur quelques freins techniques aujourd'hui qu'il faut avoir en tête avant de se lancer dans la culture du chanvre. Donc rapidement sur le chanvre pour qu'on parle tous de la même chose. Donc on va différencier le chanvre en fonction du débouché et de l'objectif qu'on va chercher à avoir. Donc pour le chanvre qui nous intéresse nous, qui est en bas, donc c'est le chanvre qui est dit industriel, où en fait là on va chercher à valoriser en fait des matières premières issues de cette récolte. Donc pour le chanvre dit industriel, en fait on va chercher à valoriser l'entièreté de la plante, donc la partie haute de la plante avec les graines de chanvre qu'on appelle chènevis, et ensuite l'entièreté de la tige qui, une fois un traitement post-récolte, va pouvoir être séparé en fait en chaîne-vote, qui correspond en fait à l'intérieur de la tige, au vaisseau conducteur, à la fibre qui se trouve à l'extérieur de la tige, et le résultat en fait de ce processus de défibrage, en fait, ça produit de la poussière qui peut également être valorisée comme un amendement par la suite. Donc ça, c'est le chanvre qu'on appelle industriel. On va chercher à sortir en fait des matières premières. Et après, donc, on peut sinon nommer le cannabis, qui lui, en fait, on va chercher à obtenir en fait des molécules. Donc, dans euh, cette typologie-là de cannabis, en fait, on va chercher soit à sortir comme molécule du THC, en fait, qui est aujourd'hui une substance qui est interdite en France. Sinon, on peut aussi chercher à extraire du CBD, qui est aussi un principe présent dans le cannabis. Donc globalement, en fait, c'est la même espèce de plante. Ce qui va différer, en fait, ça va être surtout par rapport à l'objectif qu'on recherche et à la teneur en THC dans la plante. Donc là, on est bien sur du chanvre en grande culture et on s'intéresse pas forcément ici sur du chanvre à vocation CBD ou autre. Donc en termes de production, donc la production mondiale de chanvre, elle s'élevait en 2020 à environ 220 000 hectares. Donc en termes de zone de production principale, donc la Chine, c'est le premier producteur. Ensuite, on a l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada qui sont le second bassin de production. Ensuite, on a l'Europe et l'Europe qui représente à peu près un quart de la production mondiale. Ensuite, on a la Russie et pour finir, les autres pays en fait qui cumulent à eux environ 40% de la production mondiale. Donc maintenant, si on s'intéresse plus en détail en fait à l'Europe, la France en fait c'est le premier producteur européen de chanvre. Après, on a d'autres pays en fait qui produisent aussi du chanvre en quantité plutôt élevée.
Donc, on a l'Allemagne, la Pologne, l'Estonie, la Lituanie, la Roumanie et l'Italie qui sont aussi des gros producteurs. Et la France, en fait, avec ses 20 000 hectares, on représente 10% de la production mondiale de chanvre en termes de surface. Ce qui place la France en tant que troisième pays producteur de chanvre dans le monde. Donc maintenant, si on regarde de plus près, en fait, en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le chanvre, ça nécessite en fait un traitement post-récolte. Donc ça va être soit du défibrage pour du chanvre industriel, ou sinon ça peut être des extractions, par exemple, pour du CBD. Donc en fait, le maillage territorial de la production de chanvre est globalement assez corrélé en fait à la présence d'unités de transformation. Donc sur la carte de gauche, en fait, vous avez les différents acteurs du chanvre. Donc c'est pas que des chanvrières. Par exemple, on retrouve MPIT ou alors des entités en fait qui travaillent plutôt du CBD, comme par exemple la ferme de Pigerolles ou la ferme médicale. Et donc en termes de production, le premier département, c'est l'Aude, notamment par la présence en fait de la chambrière de l'Aude qui a bien grossi ces dernières années et qui a permis de développer des volumes sur ce territoire. Serge, tu avais une remarque? C'est la chambrière de l'Aube. L'Aube, ouais, ouais, excuse-moi, ouais. Voilà. Et donc nous, ce qui nous emmène ici, en fait, donc c'est la chambrière provençale qui se nomme ABC Chanvre, qui est représentée par Serge, qui est ici présent. Donc Serge, si tu veux, je peux te laisser présenter rapidement le projet d'ABC Chanvre. Oui, ok. Donc bonsoir à toutes et à tous. ABC Chanvre donc va fêter ses 4 ans dans 2 mois, puisqu'on s'est créé au mois de mars 2020, avec pour objectif sur les 8 années d'installer une chambrière dite régionale, capacité de culture en fonction de la machine. Donc nous avons fait des tests en Camargue, qui n'ont pas abouti à cause des problèmes de qualité des sols. On a fait des tests en Pays d'Arles, qui n'étaient pas mauvais du tout. On a fait des tests du côté de Salon de Provence, qui étaient très bien. Et nous avons fait des tests aussi donc, dans le 04 et dans le 05, avec des résultats un petit peu mitigés, surtout en fonction des univers culturaux que chacun a pu ou ne pas su ou n'a pas pu mener. Donc c'est des choses à réfléchir. Ça nous a permis d'avoir un petit peu d'expérience, évidemment, puisque moi j'ai une culture du chanvre bâtiment, puisque mon ancien métier c'était l'éco-construction bois. Et je connaissais le chanvre pour l'avoir utilisé, enfin fait mettre en œuvre par des maçons spécialisés dans l'éco-construction. Donc aujourd'hui, fort d'une expérience sur 3 ans d'environ 120 hectares, on a compris où était la meilleure possibilité pour faire du chanvre industriel en région PACA. Donc, il nous semble que c'est la vallée de la Durance pour la qualité des sols et puis l'importance des surfaces qui peuvent être en rotation. Ça, on l'a appris aussi en côtoyant pour le moment, un partenariat d'études avec la coopérative agricole Durancia qui est installée à Perhuis et qui travaille sur les 3 départements 84, 04, 05, un petit peu le 13. Donc, tout ça nous permet d'être relativement optimiste sur le nombre et la qualité des sols sur la région PACA. Et en aval de la filière, nous avons suffisamment aujourd'hui de remontées techniques et professionnelles pour dire que le chanvre a sa place, a toute sa place dans le bâtiment en région PACA. Donc ça, j'y travaille du fait de mon ancien métier et de mes contacts professionnels qui nous ont spécialisés dans l'éco-construction. Donc, la pierre d'achoppement de la mise en place de cette chambrière régionale, c'est la machine de défibrage. Donc, cette machine de défibrage, elle a été mise au point par la société Impact qui est dans le Lot et avec nos 2 associés chambrières, donc que vous avez vu sur la carte précédente, c'est-à-dire Virdigalus en Charente-Maritime et Virgocop
en Occitanie qui sont installés à Cahors exactement. Donc, nous avons mis au point cette machine. Elle est finie à 90%. Elle est déménagée aujourd'hui à Caylus, dans les locaux donc, de Virgocop, juste entre Viridigalus dans le Charente-Maritime et Abécy-Chambre, évidemment en Provence. Donc, notre objectif pour l'année 2024, c'est d'écouler nos stocks par l'intermédiaire de cette machine qui commence à tourner, puisque nous, à Bessy-Chambre, aujourd'hui, on commence à vendre de la chaîne vote donc provençale qui a été défibrée chez Virgocop avec la machine de Impact qui est en finition de certification professionnelle. Donc, il y a eu évidemment du retard sur la conception et sur le financement de cette machine. Et aujourd'hui, nous, en Provence, on espère trouver les financements pour avoir une machine de défibrage adaptée à la région pour la récolte de 2025. Donc voilà dans les grandes lignes où nous en sommes. Merci Serge. Et du coup, donc dans ce contexte de développement en fait d'une filière chanvre en région PACA, donc ABC Chambre en fait a sollicité Agribio 04 en 2023 justement pour acquérir des références techniques sur le chanvre en contexte méditerranéen et notamment en fait pour valider sur quelle variété on pourrait théoriquement partir pour structurer cette filière chanvre dans la région. Tout à fait. C'est pour ça que je n'ai pas parlé d'Agribio, sachant que tu allais mieux expliquer ta présence à nos côtés. Donc rapidement pour vous parler du cycle du chanvre. Donc Louis-Marie, je te laisse me couper si je dis des bêtises. Donc le chanvre en pagaille, il est semé autour de fin avril, début mai. L'idée en fait c'est d'avoir un sol qui est quand même assez réchauffé pour permettre un bon développement de la culture post-germination. Donc, une fois que la culture a levé, l'idéal, c'est qu'il y ait une levée en fait entre 5 et 10 jours pour éviter l'épuisement de la plante. Là, il va y avoir en fait une phase d'implantation de la culture. Donc, c'est-à-dire que le champ en fait va un peu mettre en stand-by son développement sur les parties aériennes pour vraiment bien s'implanter au niveau de son système racinaire. Une fois que le chanvre est bien implanté, donc là, on va avoir une phase de croissance végétative où il va y avoir une croissance assez exponentielle en fait de la hauteur des tiges. Autour de juillet, il va commencer à avoir l'induction florale, début de la floraison. Donc, il faut savoir que le chanvre, en fait, sa floraison en fait est régie par la photopériode et non par une somme de degrés jour comme sur d'autres espèces. Donc, en fait, c'est le passage de jours longs à jours courts en fait qui va induire cette floraison sur le chanvre. Donc ensuite, on va avoir l'ensemble de la période de floraison. Je vais vous passer des détails, mais qui va durer une vingtaine de jours. Ensuite, donc, on va avoir la phase de mûrissement des graines, c'est-à-dire qu'il va y avoir une phase vraiment de remplissage du grain par la plante. Et enfin, une phase de sénescence où la graine va sécher, ce qui va permettre de tendre vers une humidité plus convenable pour la récolte. Donc en termes de besoins, donc le chanvre, c'est une culture qui est quand même relativement faiblement exigeante en intrants. Donc en termes d'azote, une centaine d'unités d'azote lui suffit pour boucler son cycle. En termes de phosphore, donc c'est une culture qui est quand même relativement faiblement exigeante. Par contre, en potasse, il faut pas négliger cet apport parce qu'il va permettre notamment un bon remplissage des graines. Bon, le calcium, une demande assez importante de la plante, mais qui, pour nous, la PACA, où on a des sols qui sont avec une forte teneur, voilà, on joue peu sur ce levier. Donc, quand même, un petit point de vigilance pour ceux qui auraient des sols acides. Voilà, le chanvre n'apprécie pas trop et un chaulage est quand même recommandé de ce côté-là. Donc ça, c'est des références qui sont issues du guide qui a été élaboré par Terrinovia. Je vous donnerai les références à la fin de cette présentation. Un guide assez complet qui présente vraiment tout l'itinéraire technique de la culture. Donc on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le chanvre, son intérêt, c'est qu'en fait, on va pouvoir valoriser l'entièreté de la partie aérienne de la plante. Donc la partie haute qui va en fait être moissonnée, on va récupérer la chaîne vis qui là va pouvoir être utilisée pour différents usages.
Pour l'instant, Serge, si je me trompe pas, donc l'usage que vous avez identifié comme plutôt prioritaire sur de la graine, c'était plutôt pour la transformation en huile. Tout à fait. L'huile végétale, l'huile de table, donc, et la graine décortiquée, et un petit peu de farine. Et après, donc pour la tige, donc l'idée c'est que les agriculteurs puissent mettre en fait les tiges en bottes. Les bottes sont envoyées à la chambrière. Et après, c'est au niveau de la chambrière qu'il y a le défibrage qui est réalisé, où là, en fait, on va séparer la partie extérieure et intérieure de la tige pour récupérer la fibre et la chaîne botte. Et donc là, de ce côté-là, pour la PACA, le débouché principal voilà, pour les produits de la tige, ce sera principalement de l'éco-construction. Tout à fait. Le bâtiment, l'isolation du bâtiment. Donc après, ce qu'on peut dire aussi sur le chanvre, c'est que c'est une culture qui est peu exigeante en intrants. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le chanvre, on est exclusivement sur des variétés population. Donc ça a tout son intérêt, notamment par rapport à la résistance aux maladies. Des individus qui sont tous plus ou moins différents les uns des autres, qui va permettre une meilleure résilience s'il y a une attaque sur la parcelle. Une consommation en eau qui est relativement faible, mais qui n'est pas à négliger, on le verra tout à l'heure, notamment pour la levée en fait. Et également, en fait, le chanvre, il a des racines qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres de profondeur, donc il y a un réel intérêt pour la structuration du sol, mais aussi pour des apports en fait de matière organique, puisque ces racines vont finir par se dégrader et puis derrière relibérer aussi des minéraux dans le sol. Donc c'est une culture qu'on dit nettoyante aussi, notamment par son effet étouffant. En fait, le chanvre, il est semé à une densité relativement importante et la hauteur des tiges ensuite fait qu'on a vraiment cet effet étouffant. Également, le fait qu'on puisse le semer en fait fin avril, début mai, ça permet de laisser la possibilité en fait de faire des faux semis, ce qui permet aussi en fait d'abaisser le stock d'adventices dans le sol. Et pour finir, c'est quand même on considère que le chanvre est une bonne tête de rotation parce qu'il a un fort pouvoir à piéger l'azote du sol, qui sera ensuite relargué pour la prochaine culture, donc ce qui permet de relibérer aussi des reliquats azotés pour la culture suivante. Juste un petit détail, préciser Oui. que on plante environ entre 50 et 70 kilos de graines à l'hectare, ce qui fait en moyenne 280 pieds au mètre carré. Donc c'est vraiment une culture très dense. Mm. Donc juste quelques points sur la réglementation. Donc en France, pour cultiver du chanvre, la réglementation dit qu'en fait, on ne doit pas retrouver plus de 0,3% de THC dans les plantes. Donc le THC, c'est le principe psychoactif qui est présent dans le cannabis, qui aujourd'hui est interdit en France. Il faut savoir que les agriculteurs en fait ont obligation de semer des semences certifiées. Donc ça c'est notamment parce que si vous ressemez des semences de ferme, il y a un risque en fait de dégénérescence de la lignée et d'apparition de plantes dioïques. Donc ce qu'il faut savoir c'est que naturellement le chanvre en fait il a des plantes dioïques le chanvre est naturellement dioïque, sauf que pour du chanvre industriel, on va chercher à avoir des plants monoïques. L'intérêt, en fait, c'est que, passer la floraison, euh, d'éviter, en fait, qu'il y ait 50% des plants mâles, qui rentrent en sénescence, mais de plutôt maximiser, en fait, le rendement sur la parcelle en ayant 100% des plants qui, sont à la fois mâles et femelles et qui, du coup, peuvent se polliniser, ce qui évite, en fait, d'écarter 50% des plants mâles, à partir de la floraison. Et il y a aussi un risque, si vous ressemez des semences de ferme, qu'il y ait une régénération en fait du taux de THC, ce qui du coup fait que vous dépasserez la limite de la teneur max. Aussi, il faut savoir que sur le champ, il y a interdiction de semer à moins de 25 kg par hectare. Et que sur le chanvre, donc en fait, il y a la contribution volontaire obligatoire, la CVO, qui est relativement importante. C'est de l'ordre de 60 centimes du kilogramme. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça fait environ 12,5% du prix de la semence. Et donc cette CVO, elle est payée en fait au moment de l'achat des semences et non au moment de la récolte. Par exemple, sur du blé, vous allez payer la CVO au moment où vous allez livrer votre grain à la coopérative, alors que là, pour le chanvre, en fait, il est payé directement à l'achat des semences. Donc cette CVO, elle est relativement importante, mais notamment parce qu'en fait, on est sur une filière, une petite filière,
Et cette CVO, elle permet notamment de financer en fait l'interprofession interchambre qui réalise différentes actions pour promouvoir la culture à l'échelle nationale et européenne. Voilà, donc il y a du lobbying, il y a voilà, vraiment essayer de développer cette culture. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un tiers des surfaces semées en chanvre en France, enfin un tiers des surfaces déclarées PAC qui sont contrôlées. Donc là, les contrôles, c'est pour vérifier que vous avez bien semé des semences certifiées et que vous vous amusez pas à planter du cannabis au milieu de votre chanvre, entre guillemets, quoi. Donc maintenant, pour venir un peu plus concret là sur l'essai. Donc, alors il y a Philippe et Jean-Claude Girard qui sont les agriculteurs chez qui on a fait l'essai qui s'excusent, ils sont bloqués dans les champs, ils pourront pas nous rejoindre. Donc c'est une ferme qui est en polyculture élevage, qui produit donc en tout cas sur la production végétale des grandes cultures et des PAM. Donc la ferme, elle est en TCS depuis 30 ans et en bio depuis 20 ans. Et donc, il commence à y avoir en fait des problématiques d'enherbement. Du coup, les agriculteurs se sont posés la question de quel levier en fait mettre en place sur la ferme pour essayer de gérer cet enherbement. Et une des solutions qu'ils ont trouvées, c'était de tester le chanvre, qui a justement cette capacité étouffante. Donc en 2022, donc pas l'année précédente, mais il y a 2 ans, ils avaient semé 2 parcelles avec la variété Futura 75. Donc sur la première parcelle, en fait, c'était une parcelle avec un potentiel de rendement plutôt intéressant, un sol relativement profond et il y avait eu de l'irrigation à la levée. Donc le problème entre guillemets de cette parcelle, c'est que le potentiel de rendement était tellement intéressant que en fait on s'est retrouvé avec des plants qui faisaient 4 voire 5 mètres de haut. Et donc là, au moment où les agriculteurs ont voulu récolter cette parcelle, la densité de végétation était beaucoup trop importante et les plantes, en fait, au moment de la moisson, ont bourré au niveau du courvoyeur. Et donc sur une autre parcelle qui était à côté, mais qui avait un sol plus superficiel et qui n'avait pas eu d'irrigation au moment de la levée, là donc le potentiel de rendement plus faible, mais intéressant parce que l'agriculteur sur cette parcelle a pu récolter parce que les plantes faisaient que ouais, autour de 2 mètres de haut. Donc voilà, la récolte reste quand même un frein, mais on y reviendra par la suite. Donc c'est vrai que suite à ce premier essai, les agriculteurs étaient plutôt intéressés par la culture et ont voulu continuer voilà, les essais. Euh, donc c'est pour ça qu'en 2023, donc suite à la sollicitation d'AVC Champs, on a décidé de tester toujours au GAEC de Magalon 4 variétés. Donc ces variétés, donc c'est MPIT qui nous a aidé à les choisir. Et donc l'objectif en fait, c'était d'avoir différents niveaux de précocité des variétés. Donc ce qu'il faut savoir sur le champ, c'est que plus une variété sera précoce, plus elle va arriver à floraison rapidement et du coup, moins elle aura de temps pour produire de la tige. Donc, c'est-à-dire que plus la variété sera tardive, plus elle va favoriser son rendement paille, alors que plus la variété sera précoce, plus elle est censée développer de la graine. Donc, pour info, sur les variétés qui sont proposées par le semencier MPIT, vous avez un petit code après chaque variété. Ça donne une indication sur la précocité de la variété. Voilà. Et après, donc aussi, pour information, si vous avez besoin de faire des recherches sur des variétés, sur tout ce qui est oléoprotéagineux ou chanvre, il y a l'outil Myvar qui a été développé par Terra Innovia qui permet justement d'avoir des références par variété, ce qui peut aussi vous accompagner sur le choix variétal. Voilà, et puis ces semences qui ont été offertes par MPIT dans le cadre de cet essai. Ici, donc, je vous ai juste mis des petites captures d'écran pour vous dire en fait que vous avez aussi accès en fait à des descriptions des variétés directement sur le site de MPIT. Donc, je vais pas forcément rentrer dans le détail. Juste un petit point de vigilance, c'est que sur le site MyVar de Terrinovia et sur le site de MPIT, vous avez des indications sur les dates de pleine floraison et de récolte. Donc, la plupart des essais en fait sur le champ sont réalisés à la latitude du Mans. Et sachant que le chanvre en fait réagit en fait à la photopériode, ces dates elles sont ajustées quand même à la région PACA. On y reviendra par la suite sur justement le décalage qu'on a observé. Donc la parcelle où a eu lieu l'essai, donc on a réalisé des analyses de sol. Donc on a un sol de type limon argileux.
Sur le type de sol, un petit point de vigilance sur les sols qui auraient tendance à être très limoneux, parce que du coup, les sols limoneux ont tendance à faire une croûte de battance qui peut pénaliser en fait la levée du chanvre. Euh, voilà. Aussi, Et, ouais. et après, sinon, c'est sur les sols aussi qui ont tendance à être trop argileux, voilà, de pas négliger le travail du sol pour permettre une bonne aération, enfin, une bonne pénétration des racines. Et il faut savoir que le chanvre n'apprécie pas du tout les sols de type, voilà, qui ont une tendance un peu hydromorphique. Ensuite, donc, il y a eu sur l'analyse de sol, en fait, a montré qu'on avait des niveaux faibles en phosphore, ce qui est globalement caractéristique des systèmes en bio. Et des taux de potassium qui étaient relativement faibles. Par contre, en termes de reliquat azoté, on a mesuré de forts reliquats azotés. On a eu autour de 150 unités sur l'horizon, enfin sur le cumul des horizons de 0 à 90 cm. Ce qu'il faut savoir sur le champ, c'est qu'il faut éviter de dépasser 150 unités d'azote. Le risque, en fait, c'est d'avoir une végétation qui devienne incontrôlable et puis derrière de ne pas pouvoir récolter en fait la culture. Et aussi sur le potassium, à noter que c'est un élément qui reste quand même essentiel pour la production de graines. Donc ne pas négliger les apports enfin voilà, la disponibilité en potassium dans le sol. Euh, donc ici, vous avez un plan de la parcelle qui a été testé. Donc l'objectif, en fait, c'était de tester sur la même parcelle les 4 variétés. Donc la parcelle qui fait 1 hectare. Et donc le projet initial, en fait, c'était de croiser les modalités. Donc, c'est-à-dire que là, sur la partie gauche, vous avez la modalité irriguée. Sur la partie droite, la modalité non irriguée. Et après, l'idée, c'était de croiser. Donc, c'est-à-dire, sur les bords, on faisait des modalités fertilisées et au centre, enfin, des modalités non fertilisées. Sauf que donc, après avoir réalisé l'analyse de sol, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des niveaux d'azote qui étaient très importants dans le sol et l'agriculteur, en fait, n'avait pas en dispo de l'engrais PK. Donc, en fait, on a décidé d'apporter un compost mûr à hauteur de 12 tonnes à l'hectare. Malheureusement, on n'a pas eu d'analyse du compost, donc j'ai pas plus d'informations de ce côté-là. Par contre, on émet l'hypothèse que ça a permis d'apporter du PK dans le système. Et également, donc, sur les modalités irriguées, non irriguées, le frein qu'on a eu, en fait, c'est que direct après le semis, on a eu énormément de précipitations. Et l'objectif, en fait, c'était surtout de faire de l'irrigation au moment de la levée pour voir la différence entre les deux. Donc, cette modalité n'a pas été réalisée. Donc, au final, on avait juste une modalité amendée et non amendée. Et je rajoute aussi là l'objectif. L'idée, en fait, c'était de faire de la randomisation. Voilà, mais on a eu un petit couac avec l'agriculteur au moment de la commande des semis. Donc là, ici, vous avez une photo de la parcelle où on voit bien en fait les bandes qui sont dans le même sens que ce qui a été présenté tout à l'heure. Donc en 2022, sur cette parcelle, il y avait un maïs et en 2021, donc on avait différentes cultures, donc du mois, de la mélisse, voilà. Par contre, ces cultures en 2021, elles étaient positionnées sur des bandes qui sont perpendiculaires aux bandes qu'on a actuellement. Donc en termes d'itinéraire technique sur 2023, donc il y a eu l'apport de compost, ensuite il y a eu un coup de griffon, une herse rotative pour affiner le lit de semence et un semis à 50 kg par hectare pour toutes les variétés. Sachant que, à noter que la variété Earlina, elle était recommandée d'être semée à 30 kg par hectare, mais toutes les variétés ont été semées à la même densité. Donc là, ici, vous avez le climat qu'on a eu sur la campagne. Donc avec le premier relevé qui est le 30 décembre 2022 jusqu'au 29 septembre 2023. Donc, le chanvre sur cette parcelle a été semé le 1er mai. Donc, on a eu plus de 300 mm entre le début octobre et fin avril, ce qui est plutôt satisfaisant. Par contre, donc, les semis ont eu lieu le 1er mai et quelques jours après le semis, en fait, on a eu de forts niveaux de précipitation. En l'espace de 1 mois et demi, en fait, on a eu plus de 250 mm. Donc, ce qui explique aussi pourquoi on n'a pas fait la modalité irriguée, euh, la modalité irriguée. Après un été plutôt sec et un retour des pluies fin août,
et de grosses pluies fin septembre où on a eu presque 100 un peu plus de 100 millimètres à partir du 15 septembre. Ouais. Donc, maintenant, on va parler un peu du semis et de la levée du chanvre, qui sont en fait les facteurs les plus importants en fait pour la réussite de la culture. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est semer dans un sol qui est assez réchauffé, c'est-à-dire autour de 10-12 degrés à 3-4 centimètres. Le frein, si vous semez en fait à une température qui est inférieure, c'est que le champ se développe pas bien et que les adventices en fait qui sont plus concurrentiels, eux, prennent le dessus. En termes de semis, donc il faut que vous visiez 250 graines par mètre carré, ce qui devrait théoriquement en fait, si le semis est bien réussi, en fait, vous emmener à au moins 175 plantes par mètre carré. Donc, si votre semis en fait n'est pas réussi et que vous avez moins de 175 plantes par mètre carré, là, il est quand même recommandé de recommencer le semis parce que compte tenu du coût des graines, en fait, ça risque de voilà, de ne pas garantir une bonne rentabilité de la culture. Et ensuite, donc la levée, l'idéal en fait, c'est d'avoir une levée qui a lieu 5 à 7 jours maximum après le semis. Le risque, sinon, en fait, c'est que la graine s'épuise avant d'avoir levé post-germination. Donc ici, vous avez les résultats de densité de semis. Donc là, en fait, on voit qu'on a la densité de semis de Earlina qui a explosé par rapport à la moyenne. Donc ça, c'est notamment parce qu'en fait, le semis a eu lieu à 50 kg par hectare et non à 30 kg par hectare, avec un PMG qui est plus faible. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que en termes de densité de levée, l'écart qu'on voit pour Orlina ne se répercute pas en termes de densité de levée. Donc là, sûrement qu'il y aurait en fait un effet d'autorégulation du chanvre qu'il atteindrait en fait une densité de levée plus ou moins régulière. Donc maintenant là ici vous avez des résultats en fait de hauteur des plantes. Donc le semis a eu lieu le 1er mai. On voit que la levée en fait a eu lieu quelques jours après. Et donc là en fait sur la première phase de croissance, on voit qu'il y a une pente qui est relativement faible. Donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'en fait le chanvre au début de sa culture, il va vraiment avoir une phase d'implantation où il va développer son système racinaire avant vraiment d'exploser en termes de biomasse aérienne. Ensuite donc mi-juin, on voit que là il y a vraiment un changement de pente, où là, il va vraiment y avoir une phase de développement végétatif. Et la floraison, en fait, sur le chanvre a eu lieu autour de juillet. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on voit en fait un ralentissement de cette pente, en fait, de croissance du chanvre. Donc ça s'explique notamment parce que la floraison, en fait, a été initiée. Et la plante, en fait, au lieu de favoriser le développement de sa tige, elle va plutôt favoriser un remplissage des graines, voilà, pour arriver à la fin de boucler son cycle. Maintenant, quelques remarques là sur des observations d'adventices qu'on a fait sur la parcelle. Donc, au centre à droite là, de la photo, vous voyez qu'il y a une tache un peu grisâtre et sur la gauche une tache jaune. Donc ça, en fait, c'était des petits îlots en fait d'adventices, notamment bah, du brome et des ravenelles. Le problème qu'on a eu en fait, c'est que désolé. Le problème en fait qu'on a eu, c'est que ces adventices en fait ont concurrencé le chanvre au début de sa culture et du coup ça a dû forcément pénaliser en fait le rendement final du chanvre. Aussi un petit point de vigilance sur tout ce qui va être plantes grimpantes. Donc là je l'ai mis avec le ton de l'humour, mais c'est vrai que le liseron, enfin le chanvre fait un excellent tuteur pour le liseron. Pour tout ce qui va être plante grimpante, en fait, le chanvre ne va pas forcément avoir d'efficacité puisqu'en fait, il va justement encourager ces adventices grimpantes en leur servant de tuteur. Et là, le risque, en fait, c'est d'augmenter le stock semencier puisque ces adventices vont pouvoir boucler leur cycle, tout comme le chanvre. Euh, donc là, vous avez le climat sur la campagne du chanvre, avec ici là, les dates de floraison, de pleine floraison, ainsi que les dates de récolte.
Donc globalement, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait un décalage de 10 à 15 jours entre les dates qui sont, enfin voilà, entre les essais qui ont été conduits à la latitude du Mans par MPIT et Terranovia et chez nous. Donc ça, c'est un point qu'il faudra prendre en compte quand vous allez choisir vos variétés pour chez vous. Donc là, ici, un autre calendrier et juste un point de vigilance de ne pas prendre ces dates pour argent comptant pour la région PACA parce que donc les essais, donc pour l'instant, on n'a qu'une seule année en fait de référence sur des essais qui ont été conduits au GAEC de Magalon à Marcoux. Donc c'est vrai que si on prévoit de semer du chanvre en Camargue ou plus au nord dans la région, ces dates elles seront également ajustées, quoi. Pour l'instant, on n'a pas plus de références, mais l'idée ce serait d'en acquérir plus dans les prochaines années d'expérimentation. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats de rendement. Donc rapidement sur le protocole, ce qui a été réalisé, c'est que dans chaque bande, il y a eu 4 prélèvements de biomasse. Ensuite, chaque échantillon en fait a été battu à la main pour pouvoir séparer la graine de la tige. Ensuite, on a procédé à ce qu'on a appelé un nettoyage, donc c'est-à-dire enlever toutes les feuilles qui restaient et le reste d'inflorescence. Ensuite, les tiges et les graines ont été pesées en frais, passage à l'étuve et on a pesé en sec. Donc, en termes de rendement, donc, voici les résultats de rendement en tige et en graines pour chaque variété. Donc déjà, ce qu'on observe, en fait, c'est des rendements qui sont globalement assez décevants pour la variété Earlina. Donc plusieurs explications là qui peuvent s'expliquer. Donc la première, c'est qu'en fait, la densité de semis a été clairement surdosée, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas favorisé le développement des graines. Ou sinon, une autre explication probable aussi serait que en fait, les variétés hyper précoces ne sont pas forcément adaptées à la région PACA. Maintenant, si on s'intéresse aux 3 autres variétés, donc on voit qu'en fait, globalement, on a une tendance que plus la variété est tardive, avec le numéro, plus il va y avoir un développement de tiges, alors que plus la variété va être précoce, plus il va y avoir un développement de graines. Donc, juste en termes d'humidité, donc ça, c'est les valeurs d'humidité qu'on a obtenues pour toutes ces variétés. On voit qu'il y a quand même une grosse variabilité en termes d'humidité pour les graines, notamment parce qu'en fait, la variété Futura, la dernière, a été récoltée sur une période où il y avait eu pas mal de précipitations. Et du coup, en fait, les pompons qui contiennent enfin, euh, la partie haute de la plante en fait qui avait dû se réhumidifier. D'où l'intérêt en fait de rapporter aussi nos valeurs de rendement en termes de matière sèche pour limiter ce biais lié à l'humidité dans la plante. Donc maintenant là, on va découper en fait ces rendements par modalité. Euh, donc globalement, donc ici en fait vous avez les rendements en tige et en chêne vis avec les différentes modalités, donc c'est-à-dire amendé avec 12 tonnes par hectare ou non amendé. Et globalement, donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu un gain en fait de rendement à la fois en tige et en chêne vis du fait de l'amendement. Donc quand même un petit point de vigilance sur l'amendement, de dire que cette année, on a quand même eu une année avec beaucoup d'eau, ce qui a dû permettre la minéralisation en fait de la matière organique, ce qui n'est pas le cas tous les ans sur des semis qu'on pourrait faire en mai. Et aussi donc expliquer que cette hausse, ce gain de rendement en fait est aussi expliqué du fait qu'on avait déjà des teneurs dans le sol qui étaient relativement faibles en pK et le compost en fait qui a dû permettre en fait d'apporter aussi des minéraux dans le sol. Voilà, donc la fertilisation et l'amendement, c'est quelque chose qui reste à ne pas négliger quand même sur le chanvre pour maximiser le rendement. Donc voilà, pour conclure, donc en fonction de la précocité à floraison, on va favoriser justement soit le rendement en graines, soit le rendement en tige. Donc c'est-à-dire que plus la variété va être tardive, plus on va favoriser un développement de tige, et plus la variété va être précoce, plus on va favoriser le rendement en graines. Euh, que les variétés les trop précoces en fait ne seraient pas adaptées à la PACA, mais aujourd'hui on a encore de la donnée à acquérir parce qu'on n'a qu'une première année d'expérimentation. Et donc, après concertation avec MPIT, ici, vous trouverez des variétés qui potentiellement seraient adaptées à la PACA. Donc, on les a réparties en fait en 3 groupes.
La première, donc, c'est des variétés qui seraient très précoces et qui, elles, auraient un objectif de voilà, production de graines, des variétés qui seraient presque exclusivement battues. Ensuite, à droite, vous avez des variétés où l'objectif, enfin, où le débouché, ce serait de la fibre. Donc là, en fait, on dit pas en fait qu'avec ces variétés, vous ne pourrez pas faire de graines, car avec Futura 75 cette année, on a eu quand même des résultats satisfaisants. En fait, le risque avec ces variétés qui sont trop tardives, en fait, c'est que vous ayez un développement de tiges qui soit trop important, et après derrière d'être en incapacité de pouvoir récolter ces variétés. Donc À cause de votre- Damien, juste une question là. Est-ce que je peux juste t'arrêter un tout petit peu? En fait, les variétés Futura 75 et 83 sont plutôt des variétés équilibre chez votre fibre, alors ouais, que Santica 70 et Muca 76, c'est plutôt des variétés fibres. C'est ok, juste l'inverse. Faut Ah, inverser les deux. ok, je vais, ouais, ça marche. Bon, bah c'est une erreur de ma part, ça. Euh, C'est voilà. pas grave. Donc maintenant, ce que je voudrais aussi vous présenter, donc c'est quelques références technico-économiques. Donc là, ici, j'ai repris les rendements moyens par variété. Donc ça, c'est les moyennes avec ou sans amendement. Donc ici, en fait, vous avez le coût des semences en euros par kilogramme et la densité de semis recommandée. Et donc là, maintenant, c'est qu'on va s'intéresser en fait au chiffre d'affaires potentiel que l'agriculteur peut espérer avec ces variétés. Donc là, on parle bien de chiffre d'affaires et non de marge nette à l'hectare. Donc là, c'est-à-dire que à ce chiffre d'affaires, ce sera à vous, agriculteurs, de soustraire vos charges pour atteindre un coût de production final. Donc là, en termes de chiffre d'affaires, donc ici, donc j'ai multiplié en fait le rendement potentiel en tige et en graines par rapport à un prix potentiel de vente, voilà, un prix potentiel d'achat par l'unité de transformation ABC Chanvre, euh, et, euh, et du coup le total qui cumule le chiffre d'affaires de tige et de graines. Et du coup, j'ai rajouté aussi une colonne où j'ai soustrait le coût de la semence pour vous donner un ordre d'idée en fait du chiffre d'affaires hors coût de semence. Donc c'est vrai que ces résultats sont assez intéressants quand on les voit là. Par contre, un petit point de vigilance quand même de dire qu'une variété qui n'est pas récoltable n'est pas rentable. Donc je vais m'expliquer, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous calculez votre chiffre d'affaires, par exemple sur la variété Fedora, en vous disant que vous allez avoir ces niveaux de chiffre d'affaires. Si par exemple votre variété Fedora elle atteint 5 mètres de haut et que vous ne pouvez pas la récolter, ça veut dire que vous enlevez 1800 euros de chiffre d'affaires potentiel à votre chiffre d'affaires global. Donc avant de vous lancer dans le chanvre, moi je recommanderais quand même de tester la culture et de voir aussi ce que ça donne sur votre terroir avant d'emblaver plusieurs dizaines d'hectares. Voilà. Et un autre point de vigilance aussi, c'est que donc ABC Chanvre est en train de structurer une filière sur la région PACA. Par contre, ça reste, pour l'instant, c'est prévu de rester une filière quand même à taille humaine, entre guillemets. Donc, on va pas pouvoir absorber non plus des centaines et des centaines d'hectares de volume. Donc, de bien contacter ABC Chanvre avant d'emblaver pour garantir en fait un débouché à votre production et sécuriser votre récolte. Donc rapidement sur les contraintes techniques du chanvre. Donc bah, l'essentiel en fait c'est un démarrage en bonnes conditions. Donc le chanvre qui a une racine pivotante en fait de pas négliger en fait le travail du sol pour favoriser un bon enracinement de la culture. De bien noter que le chanvre il devient concurrentiel des adventices mais il ne l'est pas sur les débuts de sa croissance. Donc l'idée en fait c'est de semer dans un sol qui est relativement propre et si vous avez des adventices post-levée, c'est de faire du herçage pour limiter cette pression. Et donc bah on l'a vu mais du coup d'éviter quand même le champ sur des parcelles qui auraient un risque en pression, enfin un risque adventice, enfin avec des adventices grimpantes. Par rapport aussi à l'irrigation, en région PACA, donc sur des semis qui ont lieu sur fin avril, début mai. Donc en 2023, on a eu une année assez exceptionnelle par rapport aux précipitations, mais c'est pas une année courante.
Du coup, avoir accès à l'irrigation, ça permet vraiment de sécuriser la levée et voilà, d'éviter de mettre des coûts inutiles sur de la semence qui ne lèverait pas, par exemple. Tu as vu la petite faute sur irritation? Comment? La petite faute sur la dernière phrase? Oui. Euh, donc justement, par rapport à l'irrigation, donc en fait, l'irrigation va avoir un impact sur, enfin, en fonction du stade où on va l'appliquer, ça va jouer sur différents stades de développement. Donc, l'irrigation post-semis qui est essentielle en PACA, elle va permettre d'assurer une bonne levée de la culture. Tous les tours d'eau en fait qui vont être mis avant floraison, ça va plutôt jouer sur le développement végétatif et sur la hauteur des plantes. Tandis que tous les tours d'eau en fait qui seront mis plutôt post-floraison et avant la fin du cycle, là ça va plutôt jouer sur le remplissage des graines. Voilà. Une question, Damien. Ouais. J'ai pas vu sur le test d'un hectare chez les frères Girard combien il y a eu de cycles d'irrigation. En 2023, Oui, là, sur l'année dernière. alors cette année on a mis 0 tour d'eau. Zéro. Ouais, 0 tour d'eau. Et Voilà. selon les frères Girard, il aurait fallu en mettre un peu ou pas? Non, eux, ils n'étaient pas forcément pour irriguer. Euh, Ouais. et après, bah, je pense aussi que, enfin, bon, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il faudrait qu'on arrive aussi à essayer de développer le chanvre dans les pires conditions, entre guillemets, en se projetant aussi avec le dérèglement climatique et les ressources en eau qui baissent. Et voilà quoi. Mais, Ok. bon, et après, c'est aussi à mettre en corrélation avec Enfin, on a quand même eu beaucoup d'eau quoi, au début de la culture. Nous, en fait, quand on a fait des mesures de reliquat azoté, il y avait quand même... Enfin, le sol était humide en profondeur à 90 centimètres. Hmm. C'était un plus. Ouais. Donc maintenant, là, concernant la moisson, euh, donc déjà, on va déclencher pour déclencher la moisson. Donc, vous allez prendre en fait des inflorescences que vous allez en fait égrener dans la main. Et si vous avez moins de 10% des graines qui sont encore vertes, dans ces cas-là, vous allez pouvoir déclencher la récolte. Donc pour la récolte, comment ça se passe? Donc l'idée, ça va être de moissonner la tige la plus haut possible. Euh, Pourquoi la plus haut? Parce qu'en fait, le chanvre a une forme de trapèze où il est moins épais en fait sur le haut. Et du coup, plus vous allez moissonner haut, moins vous allez avoir de pertes au battage et aussi vous allez réduire le risque de bourrage au niveau du pourvoyeur de la moissonneuse. Donc là, vous avez une vidéo des frères Girard qui moissonnent l'essai. Donc vous allez voir la barre de coupe, elle est remontée au maximum, ce qui permet voilà, de limiter enfin, de conserver déjà un maximum de tige sur tige et de limiter les pertes au moment du battage. Donc là, la barre de coupe qui est, je crois, si je me trompe pas, elle est à 1 m 40 du sol. Donc, une fois que vous avez récolté en fait le haut de la plante, et avant en fait d'envoyer la paille à l'usine de défibrage, il va y avoir une étape qui est très importante qui s'appelle le rouissage. Donc le rouissage en fait c'est une fermentation microbienne qui a lieu au champ en fait et par un micro-organisme en fait qui va permettre de commencer à digérer entre guillemets la tige et à séparer en fait la fibre de la chaîne vote. Donc ça va notamment faciliter en fait le travail derrière post-récolte pour le défibrage. Donc pour le rouissage, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va faucher les tiges et on va les laisser au sol pour justement qu'il y ait cette réaction microbienne. Donc, bah déjà, l'idéal, c'est d'avoir une faucheuse déportée en fait pour éviter de voilà, rouler sur le chanvre qui est encore sur tige. Et un retour d'expérience des frères Girard de ce côté-là, c'est que l'idéal, en fait, c'est d'avoir une faucheuse double section. L'intérêt, en fait, c'est qu'il y ait les deux sections, en fait, qui soient mobiles en même temps et d'éviter, en fait, un phénomène de bourrage au niveau du butoir de la section. Et après, donc, pour de la fibre de qualité textile qui est la plus exigeante, là, on va chercher à avoir des brins qui font 1 mètre maximum de long. Par contre, Serge, tu me contredis si je me trompe, mais je crois que pour de la fibre technique,
Technique. on a moins d'exigences en termes de longueur des tiges. Oui, tout à fait. Oui, 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 puisque là, on remballe facilement du 2 mètres. Ok. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'en région PACA, on est quand même très peu équipé parce qu'on n'est pas non plus une région à l'Ain qui a du matériel qui est assez similaire. Mais du coup, je voulais quand même vous montrer ce qui se fait dans d'autres régions qui sont, elles, qui ont des surfaces plus importantes et qui, du coup, peuvent se permettre de s'équiper en machinisme plus adapté. Il n'y a pas le son, mais... Donc là, en fait, ici, vous avez une machine qui, en un seul passage, en fait, va pouvoir récolter les inflorescences et couper, en fait, les tiges en différents brins qui feront 90 centimètres de longueur. Donc ça, c'est une qualité textile qui est quand même plus exigeante que chez nous. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous donner un peu un ordre d'idée voilà, du matériel qui peut être investi aussi dans d'autres régions si les volumes le permettent. Donc, pour finir, Louis-Marie, tu avais une question? Non, non, c'est pas une question, juste une précision. Effectivement, le matériel que tu viens de montrer, c'est pour récolter le textile. Et donc, on voit la particularité, c'est qu'il faut que les tiges soient parallélisées à la récolte, hein. Donc, c'est ce qui, en fait, est réalisé à travers cette machine. Donc, pour récolter du textile, on voit vraiment les rangs qui sont parallélisés et qui font effectivement moins d'un mètre de long, tout simplement pour pouvoir être utilisé sur les mêmes chaînes que le lin textile, en fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a cette contrainte de 1 mètre et l'obligation, comme pour le lin, de paralléliser. Mais là, c'est vraiment la spécificité textile, quoi. Merci. Euh, donc, bah, la dernière contrainte en fait qu'il faut prendre en compte pour le chanvre, c'est le séchage post-récolte. Donc, nous, sur les résultats de l'essai 2023, en fait, on avait entre 15 et 34% d'humidité à la récolte, sachant que l'objectif, c'est 4 à 8 heures après la moisson, en fait, de ramener ce taux d'humidité autour de 7,5-8%. Donc ça, en fait, c'est pour notamment éviter des phénomènes d'échauffement de la graine et qu'il y ait une dégradation, en fait, de la qualité. Donc bon, bah, ce séchage, il peut avoir lieu de différentes façons, en remorque séchante, en caisson, séchage à plat. Donc là, sur la photo de droite, vous avez une photo de graines post-séchage. Donc l'idéal, c'est quand même de le trier avant de le stocker pour voilà, préserver sa qualité. Donc un nettoyeur séparateur ou un trieur alvéolaire, ça marche très bien sur le chanvre. Donc après, ça dépend aussi des adventices que vous avez à trier dans votre lot. Et après, donc, si vous avez quand même une humidité résiduelle post-triage, de remettre un coup de ventilation si besoin. Voilà. Et du coup, bah, pour finir, donc ici, vous trouverez donc sur le site de Terrinovia, vous trouverez le guide de la culture du chanvre qui a été élaboré en 2020. Donc, c'est la dernière version à date, ainsi qu'une fiche technique sur la culture du chanvre qui est disponible sur le réseau via le réseau Bio de Provence. Et donc ici, bah, je vous laisse les coordonnées donc, bah, de ABC Champs. Si vous êtes intéressé par la culture du chanvre, vous pouvez prendre contact avec Serge ou sinon pour des questions plus de l'ordre technique, voilà, de pas hésiter à me contacter également. Merci à toutes et à tous. Et puis, bah, si vous avez des questions, je vous propose qu'on prenne un petit temps pour échanger ensemble. Merci aussi, Damien, pour ce beau travail. C'est propre, net, et puis bien mené. Bravo. Merci. Mathurin, tu es encore avec nous? Oui, oui, je suis là, ouais. Vous m'entendez? Ouais. Oui, Ouais, ouais. Bah, bonjour, oui. J'ai pris un petit peu en cours, mais ouais, ouais, bah, je suis vraiment intéressé, hein. Bah, je vais essayer de travailler un peu, moi, sur le matériel
Mais pour les terres, je suis pas trop inquiet. Bon, j'ai une parcelle, la parcelle où on voulait faire les tests cette année, bah, je suis un peu inquiet sur le liseron. Il y a un peu de liseron. Mm. Euh, donc après, on va voir. J'avais fait des pommes de terre l'an passé. J'ai quand même bien enlevé le liseron, donc autant on mettra le chanvre à la place des pommes de terre. Euh, mais enfin voilà, oui, ça m'encourage à vouloir continuer Mm. avec le chanvre. Donc tu me diras plus précisément ben, qu'est-ce qu'on essaye, qu'est-ce qu'on essaie de valoriser. Voilà. Pour info, donc Mathurin, donc c'est un agriculteur qui est du côté de Sisteron, voilà, qui est très motivé aussi par le chanvre et qui probablement accueillera des essais en 2024. Ouais. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques sur tout ça. Moi, si je peux me permettre, bonjour, François Ouais. Martin, là, de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Donc, merci pour le travail, c'est super, ça lance des bases pour la région. Au niveau d'ABC Champs, on a touché deux mots sur les potentiels de développement, on va dire, de la filière. Vous avez parlé de contractualisation. Par rapport à ça, est-ce qu'il y a une estimation un peu des potentiels de surface qui est emblavé, des volumes qu'ABC Chambre a besoin là, pour 2025? Et une autre question, on avait fait des références, mais il y a longtemps de ça, sur technico-économique, sur le chanvre aussi, avec des prix, et notamment sur la graine. Là, je vois, vous étiez à 1700 € tonne, ce qui me paraît être des prix assez importants, mais c'est peut-être ceux qui se pratiquent actuellement. Et donc de voir Oui, aussi ça, quoi. Voilà. effectivement, c'est on va dire les prix du marché aujourd'hui, en bio, hein, bien sûr. Donc, on avait commencé en 2020-2021 à 1 500 €. Il s'est avéré que c'était un petit peu juste pour les agriculteurs. Donc, on avait fait l'effort de monter ça entre 1600 et 1800. Ça dépendait un petit peu aussi des parcelles, des possibilités. Donc, on s'est calé sur ce prix à 1700, oui, qui est aujourd'hui le prix moyen pratiqué, on va dire, en France. Et peut-être, Serge, en termes de développement des volumes. Ben voilà, le développement des volumes dépend principalement de la machine de défibrage. Donc, aujourd'hui, on travaille sur une machine qui serait capable de faire 1 tonne de paille à l'heure. Donc, c'est relativement facile de faire le compte. 6 heures, 5 à 6 heures par jour, si on cumule tout. Donc, 220 jours multiplié par 6, ça fait 1320 20 heures multiplié, non, oui, c'est ça, attendez, 6 multiplié par 220, c'est ça, 1320 heures, donc ça fait 1300 tonnes. 1300 tonnes, ça représente à peu près 60 divisé par un taux de 5, ça fait 260 hectares. Donc aujourd'hui, nous, on est calé sur une machine qui serait capable de travailler avec une équipe de 2 pros, 8 heures par jour, donc 250 à 280 hectares. Et si elle fonctionne en 2-8, ça peut monter, évidemment, doubler la capacité, donc autour de 450 à 500 hectares. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de travailler entre 200 et 400 hectares dans les 4 à 5 ans qui viennent. Donc, et comme on demande aussi, si possible, à nos agriculteurs, la période d'essai a été faite et puis qu'on s'engage véritablement, pour une bonne rentabilité et pour l'agriculteur et pour éventuellement l'ETA, donc l'entreprise de travaux agricoles qui vient faire le travail. On a vu que c'était quelque chose d'assez efficace dans la région. Euh, pour la rentabilité de chacun, l'idéal, c'est d'avoir des parcelles qui tournent autour de 10 hectares.
pour que l'agriculteur, ben, évidemment, si c'est une rotation sur 5 ans, il faut qu'il soit propriétaire de 50 minimum, 60 à 80 hectares pour que ça tourne 10 hectares par an sur les 5 ans. Et puis, ce qui représente une rentabilité acceptable pour tout le monde. Une fois qu'on a pris en compte, évidemment, les transports, les déplacements, le stockage et la manutention. Donc, notre objectif avec Durantia pour l'année prochaine, c'est effectivement entre 10 et 15 agriculteurs qui s'engageraient entre minimum 5 et 10 hectares pour arriver à entre 100 et 130 hectares sur 2025. Et puis pour monter tranquillement à 200 hectares en 26 et ainsi de suite, si tout va bien, jusqu'au maximum donc de 400-500 hectares. En sachant que cette machine, euh, elle aura son point mort autour de 200 hectares. Ok, merci. Et du coup, le facteur limitant, c'est la machine qui permet de Oui, traiter les fibres. Si c'est je dis ça. une bêtise, si vous aviez un débouché commercial sur 3 fois le volume, Évidemment, on l'imagine et on l'espère. Ça veut dire qu'on installerait 2 machines sur la région PACA, tout simplement. Parce que pour passer la vitesse, je dis pas supérieure, mais très supérieure, c'est-à-dire les investissements aujourd'hui qu'ont fait nos prédécesseurs, les 6 chambrières qui sont en place depuis 50 et 15 ans, en fonction de leur taille. Ils sont sur des modèles de 800 à 1000 hectares. Donc en rotation sur 5 ans, faites vite le compte. 5000 hectares, je ne suis pas sûr qu'il y ait suffisamment de disponibilité en région PACA. Et puis, ça représente aussi un investissement de machines entre 8 et 10 millions d'euros. Donc, on n'est pas du tout sur la même catégorie. Et puis, ça, c'est pour un marché national, voire international, qui n'est pas du tout l'objectif de l'implantation de cette chambrière en région PACA. Et qui veut travailler en PACA, usiner en PACA et vendre en PACA. Donc, ce qui nous permet, avec cet investissement, de monter tout doucement en puissance et puis d'assurer une cohérence aussi bien avec la montée en puissance parcelle et la montée en puissance négoce en aval de la filière, bien sûr. Voilà. Est-ce que je réponds à votre question? oui, oui, uniquement en bio, du coup, là, vous cherchez, vous travaillez Non, avec. non, non. Alors voilà, la question est bonne, c'est que aujourd'hui, on a besoin du bio pour l'alimentaire, mais pas du tout pour le bâtiment. Évidemment, ça n'a aucun intérêt d'avoir une appellation bio. Donc, ce qui permet d'imaginer, aujourd'hui, on est plutôt sur un objectif de 80% de conventionnel, de non bio, qui nous permet d'élargir la palette d'agriculteurs et à peine 10, 15, 20% de bio pour la filière d'alimentaire. Je me Dommage. permets d'intervenir. Bonjour, François Groel, donc Chambre régionale, collègue de François Martin, qui vient de causer. Merci, super présentation, c'était vraiment très bien. Nous, on doit se voir la semaine prochaine, en fin de semaine, à Avignon, chez les Remont. Ah, d'accord, Euh, à, c'est vous qui... Ouais, à Est-ce qu'on a le... l'initiative de. Alors en fait, je me mets un peu dans le coup là sur le chanvre. Oui, oui, Moi, je suis plutôt spécialiste des sols, mais dans une vie antérieure, je travaillais en Picardie. J'étais responsable de pôle production végétale agronomie à la Chambre de la Somme, et je bossais avec les linières avec la d'accord. Calira, par exemple. Donc je connais le côté fibre, l'infibre, on va dire, mais en textile, comment dire, en construction. Donc j'ai été sollicité par Fibois là pour Voilà, participer avec Fibois des collègues. et les GIE. Voilà. Voilà. Voilà, tout à fait, pour faire un peu connaissance, mais c'est bien. Donc, merci d'avoir accepté que je participe. Ah ben, oui, il n'y a pas de mal, bien sûr. Question pratique, est-ce qu'on pourrait récupérer le PowerPoint autrement que par l'enregistrement, parce que c'est pas top l'enregistrement. Euh, voilà. Mais Certainement. c'est vraiment, c'était super clair, c'est très Et un beau travail. démonstration. Ah ouais, ouais, super boulot, bravo la Butte de Provence. Bonjour à Christophe au passage. Merci. Ouais, je vous enverrai par mail le support. Oui. Ouais. Ouais, c'est bien, ça fait une belle base de travail. Puis, mais je pensais pas. Alors, l'histoire de la machine, là, je pense qu'il faut
vous êtes déjà, je pense, bien en cheville, mais je pense qu'il y a possibilité, il pourrait y avoir possibilité, j'imagine, de trouver des financements, des cofinancements en région, ADEME, Tout à fait. euh, C'est par l'objectif rapport de à ma ça. présence vendredi prochain. D'accord. Parce qu'en fait, bon, pour moi, je veux dire, je fais de l'agronomie, mais à la base, à la chambre régionale, je suis chargé de l'ingénierie de projet. Donc, je monte des D'accord. projets, des réponses à des appels à projets euh, dans tous les domaines. Donc, voilà, je suis aussi enfin, Oui, avec différents votre projets. Donc, voilà. réseau et vos connaissances des financements régionaux sera très intéressant à découvrir, bien sûr. Ouais, alors, je ne connais pas les détails de financement sur les machines, mais on a des collègues qui sont plus spécialisés. Mais au Mhm. moins, là, surtout, c'est quand même très innovant, enfin très innovant en Provence, à Côte d'Azur, hein. Provence, c'est Le d'accord, oui. transfert, c'est une innovation de transfert. Par rapport à d'autres régions, j'ai participé à un webinaire, c'était en Pays de Caux, donc en début de semaine, là, ou la fin de semaine dernière. Très intéressant aussi. Bon, on n'est pas du tout dans la même condition. D'ailleurs, la question qui s'était posée, c'était le rouissage, parce que vous avez évoqué le problème du rouissage. Donc, en fait, comment ça se passe? Pour rouir, il faut de l'humidité, il faut de la chaleur, donc pour faire travailler les bactéries au sol. En Oui, oui. Provence, c'est une question qui m'a été posée en retour, parce que j'ai demandé le PowerPoint aux collègues du CIVAM qui présentait ça en Pays-de-Caux. Il m'a dit attention, vous aurez peut-être des problèmes de rouissage. Donc, comment ça se passe? J'ai entendu tout à l'heure vous en parliez, mais j'ai peut-être pas bien tout compris. Notre expérience, hein, puisqu'aujourd'hui on a en stock 220 tonnes de paille, donc qui ont été rouies tout à fait correctement, puisque on a déjà deux semis qui sont passés sur la défibreuse du côté de Quélus. Donc le ruissage ici en Provence, entre septembre et octobre, on a quand même pas mal de temps en temps d'humidité, puis on a surtout de la rosée. La rosée du matin fait le travail, donc la fraîcheur de la nuit et la chaleur du jour, ça se passe plutôt bien. On a des ruissages, dans le meilleur des cas, qui durent 2 à 3 semaines et dans le pire des cas, 5 à 6 semaines. Donc on s'adapte à chaque période de ruissage en fonction de la parcelle. Et puis ça nous permet aussi de faire des récoltes échelonnées, c'est pas mal aussi. Oui, Enfin, des récoltes, des, Collecte. des emballages de, comment, oui, oui. de paille. De balles. Oui. Tout à fait. OK. Et pour la commercialisation, sur les aspects graines, là, c'est Durancia, du coup, qui Non, non. commercialise. Parce que vous avez Pour parlé le moment, d'huile et farine. Vous non, envisagez de non. transformer vous-même aussi les Pour le coproduits? moment, oui, oui. Nous avons déjà transformé, enfin déjà, c'est pas beaucoup, mais 6 tonnes de graines donc de chêne veille entre 2021 et 2022. Et là, on a un partenariat avec le laboratoire Acantis qui est au bord du 0,5. Donc, eux, ils ont gardé la moitié pour leur marché national. Et puis, avec eux, on a fait une marque ABC Chambre euh, sur 3 tonnes. Ça fait à peu près 2 fois 3 6, ça fait 600 litres d'huile qu'on a mis en bouteille avec Acantis et qu'on commercialise depuis à peu près 8 mois avec des magasins bio de la région. Alors, ça reste tout à fait marginal, mais pour nous, c'est important de maîtriser, on va dire, le savoir-faire, au moins théorique, parce que c'est pas nous qui avons investi dans une presse à huile, c'était pas l'urgence ni l'objectif immédiat, mais on sait comment ça marche, on sait ce que ça coûte, on sait ce que ça rapporte, et on sait comment le vendre. Donc, c'est, on va dire, une expérience acquise qui nous permettra d'envisager notre propre production mais une fois qu'on aura assis la production pour le bâtiment, qui est à 90% notre objectif aujourd'hui, et qui est le marché en France, hein, le marché du Oui, bâtiment. Mais effectivement, avec Durancia, ils ont leur marque de produits. On imagine bien dans le temps être fournisseur de la marque de chez Durancia, puisqu'ils ont quand même 17 ou 18 boutiques sur la région PACA. On va profiter, si possible, de leur savoir-faire et de leur implantation régionale. oui. C'est bien. Christophe, vous avez une question ou c'est la main qui est toujours levée?
Non, je ne sais pas pourquoi ça reste affiché. Ok. Mais éventuellement, bon, si j'avais quelque chose à dire, c'est que, bon, déjà, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et bon, très bien pour abaisser chambre, mais j'aimerais bien que ce soit des initiatives qui se reproduisent à d'autres échelles, parce que moi, je suis un petit producteur et, et mettre 10 hectares en rotation, c'est pas possible. Peut-être en se regroupant avec d'autres agriculteurs du Voilà, 0,5. la solution, elle est là. C'est que on a eu le cas dans le 0,5 et dans le 0,4 où 3-4 petits producteurs qui avaient 3-4 hectares se sont mis sur 10 km à la ronde à faire une production un peu groupée qui permette d'améliorer les performances logistiques, bien sûr, et d'assurer une rentabilité sur un secteur. Oui. Ça, c'est possible, bien sûr. Hein, quand je dis 10 hectares, c'est pas gravé dans le marbre. C'est une indication de rentabilité optimale pour tout le monde. Bah, si on n'a plus d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Très bien. Très bien. En tout cas, merci. C'était super clair et vraiment extrêmement intéressant. Parfait. Ça me ramène à des Ben, années en merci à arrière vous. sur le lin. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à me contacter, hein, vous avez les coordonnées, donc pour des questions, à votre disposition, en sachant Merci que en tout cas. vous avez compris qu'on va chercher entre 100 et 130 hectares sur la vallée de la Durance pour 2025. Ok. OK. Super, bah, merci. Et Merci. puis, Merci. Bonne je soirée à vous... tous. Bonne Merci à soirée. vous. Bonne Merci soirée. à Vendredi, vous. François, donc. Bonne soirée. Merci à vendredi. Ouais. Merci. Au Allez. revoir. Ciao.